Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Mag à l'Ouest sur West Track Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur West Track. Non de Zeus! Vous écoutez West Track Radio et vous avez bien raison, il est 17h, c'est le retour de votre émission, le Mag à l'Ouest, avant-dernière édition de cette semaine, avant un petit temps de pause qu'on retrouvera la semaine prochaine en raison du West Park. On fera une émission le lundi et le mardi et ensuite ce sera le West Park. Alors aujourd'hui on s'intéresse à l'actualité locale au Havre, à notre météo, à notre agenda des événements. On parle aussi de Muriel Harlet qui est artiste peintre havraise. Elle expose au Salon d'automne à Paris en 2025. Qui est-elle ? Margot nous la présente dans un reportage. De la musique aussi avec un peu de douceur au milieu des bois. C'est le nouveau titre de Olivier Le Gall. Et puis en deuxième partie d'émission, j'accueille La Frite. Et oui, on va se friter parce qu'on va parler des matchs d'impro qui se déroulent à Gonfreville-Lorcher et au Havre. Ce sera donc en deuxième partie d'émission avec l'équipe de l'association La Frite. En attendant, on se tourne donc vers notre météo et les infos locales. Votre météo au Havre et dans l'agglomération havraise. Actuellement, la température est de 17 degrés, ressenti 19, un ciel ensoleillé se couvrant progressivement sans précipitation, aucun risque de pluie. Ce soir, un ciel variable devenant très nuageux, sans précipitation, il fera 14 degrés, ressenti 12 avec des rafales qui dépassent les 25 km/h. Pour votre journée de demain, vendredi, il fera 12 degrés, ressenti 11 dans la matinée, un ciel très nuageux à couvert, des rafales de vent qui dépassent les 10 km/h, plutôt calme. Dans l'après-midi, il fera 17 degrés, des rafales qui dépassent les 20 km/h et un ciel très nuageux à couvert. Enfin, dans la soirée, ciel très nuageux avec de courtes éclaircies, il fera 14 degrés, ressenti 12. Les infos locales sur West Track. Le Flash. Bonjour tout le monde, voici les informations locales de ce jeudi 9 octobre 2025. Au Havre, des outils concrets pour préserver la santé mentale dans l'entreprise. Préserver la santé mentale individuelle et collective constitue un levier de performance durable pour une entreprise. Aujourd'hui, à partir de 17h30, une conférence organisée à l'ENSM d'Iquet-Frissard au Havre proposera des leviers d'action dans ce sens. Inscription gratuite et obligatoire sur le site de l'ENSM. Raid AX Africa, 2 Normandes en route vers le Maroc pour une mission humanitaire. Depuis Guenneville, près du Havre, Cindy et Olivia viennent d'embarquer pour un raid solidaire unique, l'AX Africa Raid, un périple mêlant aventure, entraide et engagement humanitaire au cœur du Maroc. Après 2000 à 2500 km parcourus au Maroc, le retour est prévu le 20 octobre via Marseille, puis le 21 octobre en Normandie. Fécamp, les bénévoles de Lire et Faire Lire célèbrent 25 ans de lecture complice avec leur public. Toute l'année à Fécamp, les bénévoles de Lire et Faire Lire offrent des moments de partage dans les crèches, écoles, maisons de quartier et résidences seniors. Ils ont concocté d'autres belles rencontres pour les 25 ans de l'association ce samedi 11 octobre, avec notamment des moments de lecture dans toute la ville, allant du marché à l'hôpital en passant par la librairie Le Chapitre. Près de Fécamp, le club d'astronomie de Toussaint éclairera le jour de la nuit. Le club d'astronomie de Toussaint et la commune de Colleville s'associent au jour de la nuit. Conférences, sensibilisation et observation du ciel seront au programme ce samedi 11 octobre dès 20h30, entrée libre et gratuite. Et enfin, basket, Coupe de France. Le STB écarte Loun Plage après une belle bataille. Saint-Thomas Basket Le Havre a validé son ticket pour le prochain tour de la Coupe de France en venant difficilement à bout de Loun Plage mardi 7 octobre dernier, poursuivant ainsi son sans faute sur ce début de saison. Résultats finaux 72 à 64. Merci de votre attention. Le journal continue avec désormais les actualités nationales et internationales. Bonsoir à tous. Benjamin Netanyahou propose Donald Trump pour le prix Nobel de la paix. Après avoir œuvré pour faire aboutir la première phase de l'accord de paix entre Israël et le Hamas, un plan dont la version finale pour mettre fin à la guerre à Gaza a été signée par toutes les parties concernées.
La France aura un budget en 2026, c'est ce qu'assure le ministre démissionnaire de l'économie Roland Lescure, en plein flou sur la composition du nouveau gouvernement. Pour Roland Lescure, le budget respectera les engagements de la France auprès de ses partenaires européens. Jean-Louis Borloo dément avoir été approché pour devenir Premier ministre. Dans un entretien à l'AFP, il met un terme à la rumeur qui enflait depuis plusieurs heures. L'ancien ministre de Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy assure n'avoir aucun contact avec l'entourage du président. Emmanuel Macron se donne jusqu'à demain soir pour nommer un nouveau Premier ministre. Robert Badinter entre au Panthéon 1 an et demi après sa mort. L'ancien ministre de la Justice, artisan de l'abolition de la peine de mort, sera au cœur d'une cérémonie en fin d'après-midi avec un discours d'Emmanuel Macron. Une date d'entrée au Panthéon qui n'a pas été choisie par hasard puisque cela fait 44 ans jour pour jour que la peine de mort a été abolie en France. Dans ce contexte, la tombe de Robert Badinter a été dégradée au cimetière parisien de Bagneux. Un tag a été inscrit faisant référence à la peine de mort et à la dépénalisation de l'homosexualité. Je n'ai jamais voulu faire de mal à cette dame. La dernière déclaration de l'accusé adressée à Gisèle Pellicot devant la cour d'appel de Nîmes. La cour s'est ensuite retirée pour délibérer dans ce second procès des viols de Mazan. Ce matin, l'avocat général a requis 12 ans de prison contre l'homme de 44 ans, 3 ans de plus que sa peine prononcée en première instance. Et puis en foot, c'est fini pour Adi Hutter à Monaco. L'entraîneur autrichien est démis de ses fonctions. Pour le remplacer, c'est le Belge Sébastien Pocognoli, coach de l'Union Saint-Gilloise, qui devrait arriver sur le rocher. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Excellente fin d'après-midi. Avec cette fin de semaine qui arrive au Havre et dans l'agglomération, y a-t-il des événements à ne pas manquer ? On en parle tout de suite. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Et on commence tout d'abord avec notre premier événement, le Boujou Comedy Club au McDates. C'est à partir de 19h30. Venez rire avec les humoristes de demain. Rendez-vous sur la billetterie pour avoir toutes les informations. Un blind test, mais qui écoute ça au décalé ? C'est à 20h ce soir. Monsieur Franck vous propose un pêle-mêle de blind test international, rock, rap, mais pas trop, pop, électro ou curiosité, mais le tout c'est de savoir qui dans l'équipe a proposé ce titre. C'est gratuit et c'est à 20h. Dernier rendez-vous que nous avons noté, la soirée Cowboy Fever avec le DJ Apix. Ça se passe à la Grande École, 6 rue Gustave Lenier, à partir de 19h. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Les figures emblématiques du dub français, Zenzile et Hightone, unissent leurs forces sous le nom de Zentone pour franchir une nouvelle étape avec un 3e album attendu en 2025. Ce projet marque la véritable naissance d'un groupe à part entière grâce à l'arrivée de Jolly Joseph, chanteur et multi-instrumentiste de talent issu de la scène Sound System.
Ce nouveau chapitre est une œuvre singulière, fusionnant les grooves instrumentaux et les textures électroniques de Zentone avec la voix envoûtante de Jolie Joseph, apportant une touche inédite à leur univers sonore. Sur cet opus, Joseph sera présent sur l'ensemble de l'album, contribuant à un travail collectif où le chant occupe une place centrale. Et bonne nouvelle pour vos oreilles, Westrack Radio vous offre un CD de ce nouvel album de Zentone, Messenger. Pour participer, rien de plus simple, rendez-vous sur notre site internet et le tour est joué. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Notre reportage tout de suite avec Margot, Muriel Harlet, artiste peintre havraise qui exposera prochainement au Salon d'automne à Paris, nous partage ses influences, son univers. Aujourd'hui dans le studio, nous recevons Muriel Harlet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes artiste peintre, vous êtes basé au Havre et du 29 octobre jusqu'au 2 novembre 2025, vous allez exposer au mythique Salon d'automne de Paris, un événement né en 1903 qui a vu passer entre autres Matisse, Cézanne, Picasso. Cela a permis de faire éclore les mouvements du cubisme et du fauvisme et aujourd'hui c'est plus de 1000 œuvres d'artistes du monde entier qui se rassemblent durant ces 5 jours. C'est une sacrée expérience qui vous attend. Quel sentiment vous ressentez en pensant à tout cela ? Je suis très contente.
C'est vraiment une satisfaction. Ça fait, j'expose depuis 2010 à peu près. Je faisais surtout des expositions locales. Et puis, en fait, c'est des opportunités qui se présentent au fur et à mesure. Ma peinture, elle a énormément évolué. J'ai commencé à faire déjà des œuvres. Je faisais des œuvres pour la famille au départ. Je m'amusais comme ça. Après, j'ai commencé à exposer. J'ai eu une opportunité avec un collègue. Ma première exposition, ça s'est passé au Bazar Mondain, quand ils étaient encore au Jules Le Seine. Et puis après, ça s'est enchaîné au fur et à mesure. J'ai vu que ma peinture plaisait, donc ça m'a motivé. Voilà. Et comment est-ce que vous êtes lancé dans ce défi du Salon d'automne ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a motivé à le faire ? Oui, alors justement, j'ai beaucoup peint sur le Havre, et puis j'ai eu envie de faire d'autres choses. Déjà, ma première motivation, ça a été de sortir du Havre. J'ai fait déjà le Salon d'art contemporain à Deauville, donc le Art Shopping. Et là, ça a été un élément déclencheur. Je me suis dit, oh là là, ma peinture, finalement, par rapport à ce qui était exposé, je me suis dit, elle est pas si mal. Et puis après, au fur et à mesure, j'ai discuté avec des artistes, et notamment Stéphane Padu, qui a une galerie rue de Paris, qui a déjà fait le Salon d'automne, et qui m'a dit, tu sais Muriel, tu peux tenter ta chance, franchement, t'as le niveau pour le faire. Je me suis dit, pourquoi pas. Donc j'ai décidé de le faire, je l'ai écouté, bien religieusement, il est venu à la maison. Il a regardé l'œuvre que je comptais présenter, et puis il m'a dit franchement, faut que tu présentes un grand format, parce que si c'est trop petit, on verra pas l'œuvre. Et du coup, c'est la première fois que je travaille sur un format aussi grand. J'ai travaillé sur un format d'1,30 m sur 1 mètre. Et comment ça se passe ? Vous envoyez une photo de l'œuvre, vous envoyez un descriptif, un scan ? On a possibilité en peinture de ne présenter qu'une seule œuvre. Donc j'ai envoyé une photo de ce que j'avais fait. Avec le descriptif, on vous demande de présenter ce que vous faites. Pourquoi vous avez fait cette œuvre-là, expliquer le format, les techniques, et puis on vous demande aussi votre univers. Donc il faut envoyer deux, trois petites choses à côté et vous montrer si vous avez un site Facebook, Instagram. Moi, je suis sur LinkedIn aussi. Voilà. Donc si vous voulez, c'est un jury de professionnels. Donc ils nous demandent de présenter une seule œuvre, mais ils veulent voir un petit peu l'univers dans lequel on évolue. Et puis voilà. Bien justement, votre univers, il se caractérise avec une jeune femme au béret rouge qu'on appelle Fanfan. Comment est-ce qu'elle est née, Fanfan ? Alors Fanfan, pour vous expliquer un petit peu son cheminement, au départ, je faisais des personnages très variés sur le Havre. Voilà. Et puis après, j'ai eu envie de donner une âme à ma peinture. Je me suis dit, j'aimerais vraiment faire un petit personnage, mais qui me ressemble, qui me plaise, et que je retrouve dans toutes les œuvres. Et puis j'ai décidé de faire une petite française. À l'origine, j'avais vraiment envie de faire une femme élégante, pétillante, rigolote. C'était ça mon truc, parce que tous mes personnages que je faisais, dans tous mes tableaux, c'était toujours la gaieté, la couleur, la lumière. Voilà, ça c'est vraiment mon univers. Et donc j'ai décidé de faire ce petit personnage, et j'avais vraiment envie de faire un côté un petit peu classe, Jean-Paul Gaultier, la petite marinière, et ça collait vraiment parfaitement en plus avec le Havre, parce que c'était vraiment la petite marinière, c'était vraiment le bord de mer. Et d'ailleurs les Havrais, quand ils voient mes tableaux, souvent ils disent Fanfan, c'est la petite Havraise. Alors que moi, quand je vais l'exposer à Paris ou ailleurs, c'est pour les gens, c'est la petite Française. Oui. En fait, les Havrais s'identifient totalement à Fanfan, et puis à l'extérieur, en fait, tout le monde peut s'identifier à elle. C'est ça. Et puis l'avantage, c'est que je peux la promener où j'ai envie. Alors je peux très bien la mettre dans les rues du Havre, parce qu'en plus j'ai beaucoup de gens qui attendent des choses sur le Havre. Alors, j'aime bien aussi faire plaisir, la peinture c'est le partage. Mais franchement, je peux la promener n'importe où. J'ai fait des tableaux sur les États-Unis. Je peux la mettre dans le domaine musical. Je peux faire tout ce que je veux, et je peux même créer des tableaux même un peu imaginaires. Je peux même que ce soit un peu onirique, que ce soit un peu les rêves. Je fais ce que je veux. En fait, je fais que ce que j'ai envie. Voilà. Et puis à chaque fois, il y a ce fil conducteur, ce fil rouge, ce béret rouge de Fanfan. Fanfan, donc, c'est une jeune femme qui voyage beaucoup, comme vous l'avez dit. Est-ce que vous aussi, vous aimez beaucoup voyager ? Est-ce que vous voyagez même peut-être à travers Fanfan ? Alors déjà, j'aime beaucoup les voyages, parce que c'est très inspirant. C'est une de mes passions en fait. J'aime beaucoup aller découvrir des nouvelles cultures, et c'est vrai que quelque part ma petite Fanfan, quand je la promène dans le monde entier, j'exporte un peu la culture française, voilà. Et puis la mélanger avec d'autres cultures. J'ai fait un tableau sur le Maroc où vraiment là c'était un exemple très concret. Par exemple, je suis allée au Maroc, j'ai visité
des musées, j'ai visité plein de choses et j'ai trouvé superbe, c'était les mosaïques. Et je me suis dit, je vais faire un tableau avec la mosaïque. En plus, les Berbères, ils ont un petit béret rouge. Voilà, et j'ai fait un parallèle avec ça. Donc en fait, l'inspiration vient de n'importe quoi. Ça peut être... un autre jour, j'ai fait un tableau avec une valise. J'étais dans une gare et j'ai une dame sa valise s'est ouverte. Et je me suis dit, oh chouette, je vais faire un tableau avec Fanfan, la valise va s'ouvrir et c'est que des cœurs qui vont s'envoler. Vous voyez, ça peut être complètement... Oui, c'est plein de choses. C'est plein de choses. Et la toile que vous allez présenter à Paris en octobre, elle est parfaitement en accord avec le thème du salon d'automne. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce que l'on voit sur cette toile grand format, comme vous l'avez dit ? Alors, cette toile, c'est l'aboutissement d'une série. J'ai ouvert une galerie éphémère l'année dernière, et dans cette galerie éphémère, j'avais exposé toute une série de tableaux où on voyait Fanfan de dos, parce que je la représente beaucoup de dos, qui regardait des œuvres d'artistes connus. Et d'ailleurs, dans cette série, j'ai un petit clin d'œil tout particulier au gouzou, parce que j'ai demandé à Jay si je pouvais faire une toile avec les gouzous. Même si c'est pas un peintre qu'on voit beaucoup dans les musées, mais il a vraiment sa notoriété et ça me tenait vraiment à cœur de faire quelque chose là-dessus. Donc voilà. Et le tableau que je vais présenter au salon d'automne, c'est l'aboutissement parce qu'il est très très grand. Et on voit Fanfan qui se promène dans un musée qui pourrait ressembler à un musée d'Orsay, voilà. Et elle est au milieu de cette grande toile. On la voit de dos. Et elle regarde un tableau où on voit un bel homme, faut se le dire, un bel homme. Et je voulais travailler sur la transmission des sentiments et l'émotion. Parce qu'un tableau, c'est que de l'émotion. Et d'ailleurs, il y a des tableaux qui parlent à des gens, il y a des gens à qui ça ne parle pas du tout. Et là, j'avais vraiment envie de montrer ce qui se passe entre une œuvre et la personne qui la regarde. Comme vous l'avez dit, donc cette toile, elle est de grand format, 97 par 130 cm. Est-ce que c'est dur de travailler sur un format aussi grand ? Alors pour moi, c'est particulièrement difficile. Parce que pour l'instant, j'ai pas d'atelier proprement dit. J'ai un atelier chez moi, mais c'est une petite pièce que je suis en train d'agrandir. Mais c'était difficile parce que j'ai pas de recul. Et quand on n'a pas de recul, peindre vraiment de très près, c'est difficile. C'est vraiment compliqué. Mais malgré tout, j'y suis parvenu. Il y a pas de problème. Mais c'est vrai que c'était une difficulté supplémentaire. Parce que pour peut-être les gens qui ne connaissent pas la peinture ou qui n'en font pas, avoir du recul, c'est important. En fait, il faut toujours se reculer pour pouvoir voir son tableau en grand, c'est ça ? Oui, parce que quand on a le nez collé dessus, on travaille sur les petits détails. Et parfois, d'ailleurs souvent quand je peins, je fais une coupure. À un moment donné, je vais me prendre une tasse de thé, par exemple. Je prends ma toile, je me mets loin et je la regarde. Et en la regardant, je me dis ça va pas, ça j'aurais dû faire comme ça. On a besoin de temps de pause en fait. C'est comme la respiration. On a besoin de se poser, regarder et en reculant, on voit des choses qu'on voyait pas en peignant en fait. Et comme en plus la difficulté que j'ai, c'est que moi souvent je peins beaucoup à plat. Le fait de la mettre debout, on la voit autrement. Voilà. Et vous avez mis combien de temps pour faire cette toile de Fanfan au musée ? Alors moi j'ai un deuxième métier, je suis prof de PS aussi, mais je sors pas mon chronomètre. En fait je peins, c'est très difficile à évaluer. J'ai peut-être mis un mois pour la faire. Voilà, et j'y travaille tous les jours parce que, comme je vous dis, j'ai deux métiers. Le matin, je suis prof de PS au lycée Porte-Océane d'ailleurs, et l'après-midi, je suis artiste peintre. Et l'après-midi, je fais ça tout le temps, quoi. Aller de 1h30 l'après-midi jusqu'à 20h le soir. Et on en revient justement à ma prochaine question. Vous êtes peintre et vous êtes aussi professeur de PS, comme vous l'avez dit. Comment est-ce que vous arrivez à allier ces deux activités ? Ça doit être beaucoup de travail. Alors c'est énormément de travail, mais en fait ce sont des activités qui sont complémentaires. En plus j'ai des petits soucis de santé, donc le matin je suis dans l'énergie, dans l'action. Et l'après-midi, je pose mon esprit et là je suis dans la créativité. Et c'est vraiment deux choses qui me vont vraiment très très bien. En plus j'adore mon premier métier qui est la transmission. On est toujours dans la transmission en fait. Quelque part, on partage des choses avec les gens. Donc là, ce sont des élèves le matin et puis l'après-midi, c'est d'autres personnes. Et c'est très enrichissant. Voilà, je m'éclate beaucoup à faire ça. Est-ce que la peinture, vous en avez toujours fait ? Est-ce qu'il y a eu, par exemple, un déclic, une rencontre, quelque chose qui vous a donné envie de peindre plus sérieusement, vraiment d'en faire votre second métier ? En fait, ça s'est venu progressivement. J'ai récupéré le matériel de mon grand-père parce que mon grand-père faisait un petit peu de peinture comme ça. Et du coup, j'ai essayé les différentes techniques parce qu'il y avait du fusain, il y avait de la peinture à l'huile, il y avait des pastels secs. Donc, j'ai essayé plein de choses.
avant d'en arriver où j'en suis, j'ai expérimenté beaucoup de techniques. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était la peinture acrylique qui me convenait le mieux. Parce qu'après, j'ai eu des enfants qui étaient en bas âge et l'essence de térébenthine, ça sent tellement mauvais dans l'appartement. Avant, à l'époque, j'étais dans un appartement et je me suis mise à l'acrylique et finalement, je me suis dit, c'est très bien, ça me correspond parfaitement parce que l'acrylique, ça sèche très vite. Moi, je suis quelqu'un d'un peu speed, j'ai besoin que ça avance, quoi. Et donc, c'est vraiment la technique qui me correspondait à merveille. Ça allait très vite, je pouvais avancer. La peinture à l'huile, il faut poser la chose, il faut attendre. Et moi, ça me correspond moins. Vous utilisez donc l'acrylique, mais j'ai vu aussi que vous utilisiez parfois des feutres. Alors, en fait, j'utilise 3 choses. J'utilise le feutre acrylique, j'utilise le pinceau, la peinture acrylique, et j'utilise la bombe acrylique. En plus, j'adore l'univers street art, donc j'utilise tous ces procédés, et finalement, je m'aperçois au fur et à mesure des années, je m'aperçois qu'en fait, la peinture avant, en tube, que j'utilisais tout le temps, je l'utilise de moins en moins, en fait. Parce que j'adore ce côté lisse de la bombe. Y a un côté pareil immédiateté et j'aime ce côté un peu parfait. J'aime bien quand les aplats sont nickel. Voilà. Comme si c'était un peu peut-être comme une image numérique mais faite à la main. Avec ce côté parfait, très lisse. Ouais, ce côté parfait. De toute façon, quand je construis mes œuvres, j'utilise ma tablette graphique. J'ai une tablette graphique qui me permet de construire mon œuvre avant. Parce qu'une œuvre, ça se réfléchit, ça se fait pas n'importe comment. Et je pense qu'il faut vivre vraiment avec les outils de son temps. C'est vrai qu'avant, moi, je faisais que des croquis sur papier. Et la tablette graphique m'a permis de faire même des petites illustrations. Je travaille aussi, je fais aussi des illustrations. J'ai même fait 3 petits bouquins. Et ça permet de vraiment construire son œuvre. On peut agrandir le personnage, le rapetisser, changer les couleurs, choses qui sont difficiles à faire sur du papier. Donc voilà, ça c'est vraiment un super outil. Et du coup, quand vous passez à la bombe, est-ce que vous utilisez des pochoirs, des choses comme ça, ou vous maniez Alors c'est ce que quand j'ai fait ma galerie, j'ai expliqué aux gens un petit peu mes techniques. Et quand j'ai une zone à peindre, mais il faut tout cacher autour en fait. C'est comme une voiture. Quand on a besoin de peindre une voiture, il faut tout cacher. Les fenêtres et tout. Et moi, donc, j'ai du scotch, je découpe toutes les surfaces, je garde juste ma surface, et après, je bombe. Voilà. Donc, il y a un énorme travail préparatoire avant. Sur le tableau du salon d'automne, par exemple, le fond, je l'ai fait à la bombe. Justement, du salon d'automne, qu'est-ce que vous en attendez personnellement en présentant cette toile ? Alors moi, ma satisfaction principale, c'est d'avoir été sélectionnée. Voilà, c'est déjà ma plus grande satisfaction. Après, ce que j'en attends, c'est des rencontres avec les gens, les artistes notamment. Voilà, c'est surtout ça en fait, les échanges qui sont super intéressants. Là, quand j'ai fait le salon du art shopping à Deauville, j'ai rencontré plein de gens. Alors ça allait des réactions d'enfants. Moi qui aime les enfants, qui se questionnent, qui ont une spontanéité, à des artistes qui connaissent vraiment la chose, à des gens qui ne connaissent rien, mais qui finalement apprécient finalement une œuvre. C'est très personnel, hein, je veux dire, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est le domaine des émotions, ça plaît ou ça plaît pas, et finalement tout le monde a son mot à dire, et toute remarque est intéressante et enrichissante. Et justement, du coup, durant ces 5 jours, vous allez être présente à côté de votre œuvre. Comment ça se passe ? Qu'on se donne un peu une idée de comment est ce salon. Alors, je n'y suis pas encore allée, donc je suppose, mais en fait, c'est toujours la même chose. On a une œuvre dans une sorte de box. Il y a plein de gens qui circulent, donc c'est assez fatigant. Il y a des gens toute la journée. Mais voilà, moi, ce que je recherche d'ailleurs, et j'insiste sur le fait que je veux être présente tous les jours. En plus, j'ai mon mari qui m'accompagne, donc ça, c'est super sympa, mais tous les jours, je veux être là parce que c'est pas le tout d'exposer un tableau. Moi, c'est vraiment l'échange avec les gens. C'est vraiment le partage. Voilà, c'est ça. C'est la notion de partage qui m'intéresse. Oui, c'est ça. Donc, vous attendez ces rencontres. L'automne, donc c'est la saison qui caractérise le salon. Vous allez exposer du 29 octobre au 2 novembre à Paris, comme on vient de le dire. On en vient donc à ma prochaine et dernière question. Si vous deviez qualifier votre art en une saison au Havre, vous choisiriez laquelle ? C'est une bonne question. Ben moi, ce serait plutôt l'été. Parce que j'aime tellement la couleur. L'été, c'est plutôt le ciel bleu. Je fais beaucoup de peinture avec des ciels bleus. C'est rare que je fasse des ciels plutôt gris. Néanmoins, Le Havre est une ville
tellement riche à ce niveau-là. C'est pas un hasard si les impressionnistes sont venus peindre chez nous. Les couleurs changent tout le temps. Quand j'emmenais mes enfants à l'école le matin, qu'on passait devant le Nice-Avray, je leur disais tous les jours, mais regardez la couleur du ciel. C'est jamais la même couleur. On peut très bien avoir un ciel rose. Sur un tableau, vous faites un ciel rose, les gens vous regardent, ciel rose, ben oui, mais oui, ça peut. La mer, elle change tout le temps, c'est magnifique, c'est une vraie source d'inspiration. Puis il y a aussi l'architecture Auguste Perret qui est vraiment qui est vraiment géniale, quoi. C'est une ville très graphique. Et puis aussi quand on voit d'autres bâtiments, d'autres monuments, notamment comme le volcan, la Catène, ce sont des choses très graphiques aussi qui sautent directement, directement aux yeux. C'est très inspirant. C'est une ville qui est très très inspirante. J'adore ma ville. Je pense que je suis une bonne ambassadrice. Et du coup, encore une autre dernière question. Ça vous fait quoi de vous dire que vous marchez dans les pas, en fait, d'artistes comme Matisse, Picasso? Ça doit être un aboutissement assez fort. Pour moi, je crois qu'il faut savoir rester humble, il faut savoir rester à sa place. Je pense que c'est des artistes... c'est la chaussée des géants, ils ont des grands pas et moi j'ai l'impression que j'ai des tout petits pieds. Voilà, faut savoir rester modeste, savoir rester à sa place, être humble. Et moi, ce que j'attends de la peinture, c'est surtout l'échange, la transmission. Vous savez, quand j'ai des gens qui achètent une petite illustration, qui ressortent, qui se font un gros câlin en ressortant, je suis trop contente, quoi. Voilà, c'est ça, c'est surtout ça. Moi, ma peinture, j'en attends pas des prix, j'en attends pas quoi que ce soit. Voilà, c'est juste le plaisir de peindre, le plaisir de créer, de partager avec les gens. Ouais, l'émotion de A à Z, que ce soit dans la création jusqu'au partage. C'est ça. Eh bien, merci beaucoup, Muriel. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie de m'avoir accueilli dans votre radio. Merci beaucoup, merci. On vous retrouve donc du 29 octobre au 2 novembre 2025 sur la place de la Concorde à Paris pour l'événement Salon d'automne. On pourra aussi vous retrouver au Havre juste après, c'est ça ? Oui, c'est ça. J'exposerai à l'espace de coworking de la Une. Du mois d'octobre jusqu'au mois de décembre. La Une est en travaux actuellement, donc il y aura peut-être un petit peu de décalage. La date n'est pas vraiment encore fixée, mais voilà, ça fait 2-3 fois que Monsieur Sarrazin me permet d'exposer ici. Je l'en remercie d'ailleurs. D'ailleurs, c'est aussi grâce à lui que j'ai fait ma galerie éphémère. Il y a des gens qui vous propulsent et qui vous apportent des choses, c'est chouette. Eh bien, c'est super, c'est parfait. On a donc maintenant toutes les informations pour venir vous voir, vous et vos peintures, et rencontrer Fanfan aussi avec son béret rouge. Merci encore et bon courage pour la suite. Merci, ce sera avec plaisir. Merci. Allez, une pause dans ce monde de fous. Partons au milieu des bois avec Olivier Le Gall pour notre nouveauté sur Westrack, avant d'accueillir La Frite qui propose des cours de théâtre, d'improvisation, mais aussi des matchs d'improvisation dans l'agglomération havraise. Je pourrais partir, vivre au milieu des bois. Partir, vivre au milieu des bois. Je pourrais partir, vivre au milieu des bois, sans peur et sans loi. Je pourrais partir, vivre au milieu des bois, à côté de toi. Nous pourrions partir, vivre au milieu des bois, dans la nuit là-bas. Au milieu des bois, on découvrira la beauté, l'émoi. Je pourrais partir, vivre au milieu des bois. Partir, vivre au milieu des bois, à côté de toi. Au milieu des bois, on découvrira
l'été, les mois, la vie quoi. Une invitation à l'autarcie, au fait de vivre tranquillement au milieu des bois. C'était Olivier Le Gall. Il est 17h39. Merci d'être avec nous dans le Mag à l'Ouest. Et c'est l'heure de notre interview du jour. J'accueille Maude et Estelle qui font partie de l'association La Frite. J'imagine que vous connaissez cette association dans le territoire havrais, mais aussi de Gonfreville-Lorcher. Et si vous ne la connaissez pas, c'est l'occasion de la découvrir. Bonjour à vous deux. Bienvenue sur Westrack. Bonjour. Bonjour. Alors, ça fait longtemps qu'on s'est vu avec l'association. En plus, il y a un nouveau bureau. Donc, je vous propose, pour celles et ceux qui ne connaissent pas bien encore l'association, vous pouvez m'expliquer un petit peu ce que c'est La Frite. Qu'est-ce que c'est ? Oui, tout à fait. Donc, moi, je suis Maude, je suis la présidente de La Frite, nouvellement nommée là en juillet dernier. Donc, La Frite est une association qui existe depuis assez longtemps, 34 ans maintenant quand même. Donc, c'était une des premières assos d'improvisation en France. Et en fait, on fait du théâtre d'improvisation, donc sous plusieurs formats. Les matchs, donc on reçoit des équipes, souvent des équipes extérieures de partout en France, mais aussi en Europe, des équipes francophones et parfois le Québec. Et puis on a des cours également, donc sur plusieurs niveaux. Voilà, pour les débutants, ceux qui sont en intermédiaire et puis les plus confirmés. Donc toi, Maude, tu es présidente. Estelle, c'est quoi ton rôle dans l'association ? Alors moi, je suis secrétaire, l'une des deux secrétaires de l'association, et puis je travaille un petit peu aussi sur le pôle logistique pour tout ce qui est alimentation des joueurs, de faire les drives, etc. Tout le côté derrière les coulisses aussi. Et puis on est toutes les deux improvisatrices au premier plan, parce que l'asso, c'est d'abord aussi les improvisateurs qui sont là et puis qui font vivre l'asso avec l'élection du bureau. La Frite, juste, je rappelle, c'est Fédération régionale d'improvisation théâtrale. Du coup, on ne l'avait pas redit, mais c'est pour ça qu'on s'appelle La Frite. Maude, tu l'as dit, c'est une association historique, 34 ans. Comment vous l'avez connue, vous, cette association ? Ça fait longtemps que vous êtes liée avec cet asso ? Alors moi, je suis arrivée personnellement sur l'année du Covid, sur cet asso. Donc je cherchais à faire j'ai fait du théâtre en fait au départ, et je cherchais à faire de l'improvisation depuis un moment. Je suis arrivée sur la région il y a peu de temps finalement, et donc j'ai découvert la Frite. Et ce qui m'a plu moi dans cet asso, c'est qu'au-delà de faire de l'improvisation et de proposer en fait des cours de théâtre d'improvisation, c'est toute une ambiance aussi de partage et de travail. Donc même si on ne fait pas de l'improvisation sur grande scène de suite, on peut participer en étant DJ, en étant assistant arbitre, en travaillant sur les entrées. Donc on a vraiment une vie très associative en fait, au-delà de juste faire son cours et repartir. Et c'est ce que je recherchais. Moi, j'ai découvert l'improvisation quand j'ai vécu au Québec en 2013. Et quand je suis revenue du coup en France, je viens du Nord à la base. J'ai fait un peu des cours d'improvisation dans le Nord. Je suis arrivée en 2023 sur le Havre, et donc j'ai découvert l'association. Et donc plus que de refaire des cours d'impro à proprement parler, j'ai en effet découvert tout le côté associatif à côté, avec tout ce qu'on pouvait faire, parce qu'on fait vraiment tous les rôles quand on fait le match. On peut être joueur, on peut être DJ, on peut être aux lumières. Et puis voilà, il y a énormément de rôles, et c'est pour ça qu'on est aussi nombreux et puis que ça marche aussi bien, je pense. Alors, vous avez utilisé 3 mots-clés. Si quelqu'un entend parler de ça, peut se dire, mais joueur, arbitre, de quoi on parle, match. Quand on connaît bien le système, on comprend en effet. Vous pouvez m'expliquer, alors je sais que c'est assez compliqué, mais il y a un folklore autour des matchs d'improvisation. C'est pour ça que vous utilisez ces termes très précis qui pourraient en effet s'apparenter plutôt à un sport. Là, on est sur du théâtre, mais en effet, match, arbitre, ça a un vrai sens. Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir que le théâtre d'improvisation vient du Québec, donc ce que disait Estelle,
Estelle fait sens effectivement quand elle a vécu au Québec. En fait, c'est un vrai sport et une vraie pratique très très importante dès le plus jeune âge au Québec, ce qui n'est pas le cas en France. Il y a peu d'équipes de jeunes. Et en fait, on parle d'équipe parce qu'en fait, c'est inspiré du hockey et on a des maillots qui ressemblent à du hockey quand on est sur des formats ce qu'on appelle match, c'est-à-dire de rencontres d'équipe. Et j'insiste sur le terme de rencontre parce qu'en fait, on s'affronte pas, on joue ensemble et on joue dans un espace qu'on appelle la patinoire, donc qui vient du hockey en fait. Et donc on a un arbitre. L'arbitre, lui, il est là pour en fait diriger en fait le spectacle, c'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs petites parties avec, il va donner un thème et puis on va devoir réfléchir par équipe ou des fois concerté pour faire une petite improvisation et puis on enchaîne et le public vote. Le public est très important puisque c'est le public qui décide en fait quelle équipe il a préférée. Voilà. Donc c'est pour ça en fait qu'on a tout ce folklore autour effectivement de et c'est vraiment des tournois comme du sport au Québec. Voilà, c'est ce qu'il faut entendre, ce qui n'est pas le cas en France. Alors, vous êtes situé au Havre, mais je crois savoir qu'il y a un lien important avec la ville de Gonfreville-Lorcher, où vous réalisez souvent des matchs ou du moins des cours. Peut-être, est-ce que c'est là que vous faites vos cours ? Oui, alors l'association est une association confrevillaise. Tous les cours du groupe 1, donc ça commence par là en fait, d'arriver sur le CLEC de Gonfreville-Lorcher. Et puis une fois par mois, un samedi par mois, on a la chance d'avoir la grande salle de Gonfreville, du coup à l'ECPC, pour pouvoir faire nos matchs et inviter les équipes extérieures. Donc c'est nos plus gros matchs là-bas. Et puis on a un petit lien avec le poulailler aussi au Havre où on peut faire des cours et puis nos matchs du mercredi qui sont plus des matchs internes entre nous, entre la frite. Donc je parle de matchs, mais on a de plus en plus de concepts qui se développent aussi. Oui, alors j'ajouterais juste qu'on est subventionné par la ville de Gonfreville, ce qui est important quand même parce qu'ils nous subventionnent depuis 30 ans. Et ils participent aussi à l'accueil, notamment lors du tournoi international. En fait, lorsqu'on fait le festival international, on accueille des équipes étrangères, comme son nom l'indique. Donc là, cette année, par exemple, on aura la Belgique avec les Avocats du Diable, le Québec avec le KIC et la Libère de Berlin, d'Allemagne, qui viennent. Et en fait, ils subventionnent aussi une partie de l'hébergement, puisqu'on est tout un week-end tous ensemble. Et c'est important parce que ça permet effectivement de pouvoir proposer des spectacles de ce type dans la région havraise. Et on sait que Gonfreville-Lorcher, c'est un territoire à la fois industriel, mais justement profondément ancré dans cette vie associative et culturelle. Est-ce que ça vous donne un terrain particulier pour justement ces matchs d'impro, ces spectacles ? C'est différent, c'est un paysage différent auquel vous devez vous adapter ? Alors, on a une volonté en fait d'accessibilité à la culture sur l'ensemble de la population. C'est pour ça qu'un spectacle ne coûte que 3 €. L'idée, effectivement, est d'amener le plus possible de gens dans les salles de spectacle. Et le fait, effectivement, de pouvoir proposer un spectacle avec un montant peu élevé permet en tout cas de promouvoir en tout cas cette culture. On essaie, en tout cas, c'est un engagement qu'on a avec la ville de Gonfreville. On va parler plus en détail de ce festival qui est votre gros temps fort de l'année, justement quand vous faites venir des équipes de l'étranger. Alors j'ai entendu l'Allemagne, moi il y a une question qui me vient, c'est comment ça se passe ces matchs d'impro ? Ça se passe en anglais, ça se passe en français, comment vous vous adaptez ? C'est en français, comme le disait Maud, c'est des équipes francophones. On a de la chance d'avoir des Allemands qui ou parlent très très bien français ou sont complètement bilingues. Les Québec, ils ont l'accent certes, mais on les comprend super bien et ils nous font beaucoup rire. Et puis les Belges, c'est des équipes francophones aussi. On a déjà eu, c'était pas l'an dernier, mais l'année d'avant, où on a eu les Italiens, où c'était un petit peu moins francophone, mais on a réussi vraiment à s'adapter parce qu'en fait, même sans parole, forcément, il y a parfois certains concepts ou contraintes d'impro qui permettent de travailler beaucoup sur la gestuelle ou beaucoup sur des expressions d'un pays ou de l'autre, et c'est comme ça qu'on crée des rencontres et voilà, donc la langue fait beaucoup, et donc que le public s'inquiète pas, il comprendra tout ce qui se passe. Et pourquoi c'est important d'avoir cette ouverture à l'international, d'ouvrir, alors déjà que c'est pas français à la base ces matchs d'impro, pourquoi c'est important d'ouvrir au public havrais, gonfrevillois, de découvrir ce qui se passe dans les autres pays ? Pour moi en fait c'est important de montrer que la culture a pas de frontières.
et que en fait on partage une passion commune qui est l'improvisation et qu'effectivement ça s'arrête pas sur notre secteur. Donc on essaie de le promouvoir au sein de la métropole avec des villes françaises, mais montrer qu'en fait on a une culture qui est commune et qui dépasse les frontières. Pour moi c'est important en fait, ça rassemble, la culture peut rassembler, je pense que c'est le message qu'on veut faire passer derrière. Alors, quand est-ce qu'il revient, ce festival ? Alors, ce festival est sur le week-end de Pentecôte, comme tous les ans. Et donc, c'est le 22, 23 et 24 mai. Donc, chaque soir, on propose deux matchs avec toutes les équipes jouent chaque soir. Donc, voilà, et on fait des rencontres tous les soirs sur des thèmes très particuliers. On a souvent un décorum, c'est-à-dire le décor est fait sur une thématique en particulier chaque année avec des costumes, plein de choses. Donc, voilà, mais après, il y a plein d'autres dates où on peut venir nous voir avant, parce que c'est long, le 22 mai, donc n'hésitez pas à venir nous voir, notamment le 18 octobre, c'est la date la plus proche à l'ECPC, et on a une date par mois à l'ECPC, sinon on a des dates également au Poulailler, donc la prochaine sur le Poulailler, c'est le 29 octobre. Alors pour me permettre d'imaginer un petit peu cette prochaine édition, l'année dernière, c'était quoi les thèmes par exemple ? Vous vous souvenez ? L'année dernière, c'était sur les séries télévisées. Et donc, en fait, chaque arbitre créait son match en fonction de la série qu'il souhaitait. On avait des plus anciennes ou des plus nouvelles séries. On a eu Alerta Malibu, comme Kaamelott. Et donc, du coup, on a eu 6 séries comme ça. Et tout le décorum, c'est un petit peu vraiment notre dernier gros temps fort de l'année, et c'est là où on se lâche vraiment sur les décors, sur les costumes, et on se fait vraiment plaisir là-dessus. Donc pour ceux qui ont l'habitude de voir des matchs classiques, là c'est vraiment aussi autre chose, un autre spectacle à venir voir. Donc il y a une véritable préparation à la fois dans le jeu, dans l'équipe, mais aussi dans tout cet imaginaire. Oui, tout à fait. Et donc du coup on se prépare à l'avance et on se réunit à l'avance entre équipes. On forme des petites équipes sur chaque thématique, chaque match, et donc du coup on se réunit en dehors, on crée les décors, on crée des histoires, on crée la thématique principale du match. Et puis ça permet à tout le monde de jouer, d'avoir les premiers groupes qui arrivent et qui jouent juste en débutant. Ils peuvent avoir un rôle super important justement à ce moment-là. Et c'est vraiment ce qui réunit tout le monde, comme le disait Maud. Déjà dans l'asso, on a tous des métiers, tous des vies complètement différentes, et on se réunit. Et ben là, c'est encore une manière de se réunir encore plus. Peut-être une précision. En fait, par contre, les joueurs, eux, ne sont pas costumés. En fait, les équipes qui jouent ne sont pas costumées. C'est l'environnement, le staff, DJ, arbitrage, les entrées. C'est-à-dire, c'est tout l'environnement, sauf les joueurs eux-mêmes. Voilà. Eh ben on va parler justement de ces joueurs, le renouvellement des joueurs, parce qu'après 34 ans, j'imagine que parfois il y a des départs, il y a des arrivées. Comment est-ce que justement vous faites pour intégrer de nouveaux improvisateurs ? Est-ce qu'il faut les former à l'arbitrage, à la scène, à tout cet univers ? Comment est-ce que ça se passe quand on rejoint l'association ? Alors, en général, on commence par le groupe de débutants, d'improvisateurs, et donc, en fonction de l'évolution de chacun, d'où on vient, en fait, on va rester 1 an, des fois 2, ça peut être 3 aussi, années sur ce premier groupe, le temps que chacun va à son rythme, il faut qu'on s'adapte aussi aux progressions et à l'évolution de chacun. On va pas envoyer quelqu'un débutant sur une salle où il y a 300 personnes sur scène, ça peut faire peur. Ça peut faire peur et c'est pas bienveillant, très clairement. Donc l'idée c'est qu'ensuite on en discute et puis on a un pôle artistique en fait qui prépare en fait les organisations des entraînements. On est tous bénévoles. Donc tous les entraîneurs on a toujours ce vocabulaire de sport, donc tous les entraîneurs, donc animateurs d'ateliers sont tous bénévoles. On n'a pas de personnes rémunérées dans notre asso. Et donc en fait, on discute avec ceux qui ont préparé les entraînements dans le pôle artistique et puis on voit s'il y a une évolution possible sur le groupe 2 où là on commence à jouer un peu sur la plus petite scène qu'est le Poulailler et au fur et à mesure on intègre pour aller vers le groupe 3 jusqu'à temps d'avoir un gros pool, effectivement. Donc, il y en a qui sortent, d'autres qui restent. Mais l'idée, c'est d'accompagner, d'avoir une évolution, en fait.
Et si jamais on entend cette interview et qu'on se dit, bon, on est au mois d'octobre, est-ce que je peux rejoindre encore les équipes ou est-ce qu'il est trop tard, faudra attendre la saison prochaine ? Alors cette année, il nous reste encore quelques places, donc à la limite, pourquoi pas nous écrire sur l'adresse de la frite ou nous contacter sur les réseaux sociaux via Facebook et Instagram et on étudiera au cas par cas en fait les candidatures, j'allais dire, mais en tout cas la volonté de faire de l'impro. C'est vrai qu'on arrive normalement on prend plus trop à cette période-là, mais on peut recevoir quelques demandes, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir déjà pratiqué dans du théâtre, d'autres clubs ? Non, en fait, c'est très varié. Il y en a qui ont déjà fait du théâtre, mais c'est pas du tout une obligation. On n'est pas obligé d'avoir fait non plus d'activités culturelles au préalable. Tout niveau, toute origine, tout. On prend tout le monde en fait. Voilà. On vient comme on est. Un petit mot sur l'avenir, puisque Maud, voilà maintenant 1 an que tu es présidente. Est-ce qu'il y a des nouvelles directives, des nouvelles envies avec cette présidence et ce nouveau bureau ? Alors, ça fait pas 1 an, ça fait depuis juillet pour moi. Mais alors, l'idée, c'est quand même d'avoir une continuité sur l'ensemble de l'association. Donc, on reprend évidemment ce qui avait été mis en place par le CA précédent. J'en faisais partie d'ailleurs. Et de continuer. Donc l'idée, c'est effectivement de proposer encore plus de nouvelles choses, notamment, là, on a fait beaucoup de formats en match, on va quand même s'orienter beaucoup sur des concepts, c'est-à-dire que c'est des formats plus longs aussi, c'est-à-dire qu'au lieu de faire des petites improvisations, on va avoir un temps de 45 minutes avec, au départ, par exemple, on sait juste le personnage... le caractère et puis on a 3 lieux et on se débrouille avec ça pour construire une histoire par exemple ou des murder parties, des choses comme ça. Donc l'idée c'est de développer des concepts et il y aura par exemple, on avait fait ça il y a 2 ans, on a beaucoup de demandes sur les impro kits, c'est-à-dire c'est du spectacle d'impro mais pour un public d'enfants. Donc ça revient au mois de février par exemple. Alors, on va renoter cette date du 18 octobre, c'est le prochain rendez-vous où on peut vous retrouver. D'autres dates, donc c'est tous les mercredis, c'est ça ? On note aussi ce festival qui revient le week-end de la Pentecôte dans nos agendas. Et le tarif pour vous voir du coup sur les mercredis, c'est 3 €. Alors, non, c'est un mercredi par mois et un samedi par mois. Donc, c'est un mercredi par mois au Poulailler. Là, le prochain, c'est le 29 octobre. Au Poulailler, c'est 5 €. Puisqu'on s'est aligné avec l'ensemble des tarifs que pratique le Poulailler. Et sur le CPC, c'est pareil, c'est un samedi par mois. Le prochain, c'est le 18 octobre et c'est 3 € pour le coup. Et pour la date du festival, est-ce qu'on peut la renoter ? 22, 23, 24 mai 2026. Maud, tu nous disais, si on veut rejoindre l'équipe pour faire du théâtre d'impro, on peut vous contacter. Quelle est l'adresse mail et est-ce qu'il y a un site, des réseaux sociaux ? Alors l'adresse mail, c'est bureau.frite@gmail.com. Et sinon, sur les réseaux sociaux, on est sur Facebook et Instagram et vous tapez La Frite et 76 ou La Frite Impro et vous allez trouver... c'est un petit pingouin, le logo, donc facile à retrouver. Si c'est un pingouin, c'est bien nous et pas des frites... de je ne sais où. De toute manière, c'est FRIT. FRIT, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup d'être venu au micro de Westrack. On se retrouve prochainement, j'espère, pour d'autres rendez-vous. Il est 17h56 et c'est la fin de votre émission. On va se quitter en musique avec Westside Gun qui nous chante El Sena. On part donc aux États-Unis. Je vous donne rendez-vous demain pour le dernier Mag à l'Ouest de la semaine. Demain, nous serons au micro avec Agnès et Marius pour nous parler du festival West Park qui approche. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain. Bonne soirée. Au revoir. Silverfly guy. Okay, keep saying it. Silverfly guy. Silverfly guy.
Watch me loco, y'all socks in my own sneakers. Free fly. Hey yo, I've been ahead of my time. You blinded by the simple. Dominican blow out. The bitches love my dimple. Niggas stuck in the tech 10 whistle. My homie got shot 5 times to set a tickle. Don't walk out the roads and let the French door hit you. You been dead. Did about 4 more hit you. My man just robbed my other man. I'm in the pickle. The work good, but the price high. I need a wiggle. They thought it was some iceberg shit, but it was bimbo. The Enzo got kids, so she's word to me. Worthy hands on program. We teaching the youth. 26 cool roof for no roof. I let the bitch choose. Threw him off the Rainbow Bridge. Now we fish food. Told the plug with my chest out. I got big moves. Ain't nobody out here fucking with God. Ain't nobody out here fucking with us. You better fake me. New pump lanky. I call the Wimpy. Bell smoking like Ike and BG's. You back at Iron Chitty spot. Hogan leg drop. Quarter blind bet. Now be sure to ride. Call dogs like Bodie Rock. The clouds getting lower. No Met Gala invite. Cause they know everywhere I go I keep a blower. Mix small team at the Moa Lola. So controller. Too much of this might overdose ya. Brown stones in the black Jesus. I threw up cornbone picking up the pieces.